Ben Keller avait toujours trouvé la paix dans l'eau. C'était le seul endroit où tout ralentissait, ses pensées, sa respiration, même le temps lui-même. Après des années de plongée le long de la côte adriatique, il avait vu des épaves, des forêts de corail et des ancres rouillées. Mais il n'était pas un chasseur de trésors. Il plongeait parce que le silence de la mer lui semblait logique. Ce mois de septembre-là, Ben planifia une plongée en solo au large des côtes de la Pouille, où il avait entendu des rumeurs vagues au sujet d'une étrange structure sous-marine. Un pêcheur retraité au port lui en avait parlé, affirmant que cela ressemblait à une partie de maison. Mais qui construirait une maison sous la mer? La plupart des gens s'en moquaient. Pas Ben. Équipé de son matériel habituel et d'une caméra sous-marine, Ben mit à l'eau son petit bateau depuis une crique tranquille. Le temps était parfait, mer calme, soleil éclatant, et bonne visibilité prévue. Il jeta l'ancre à quelques centaines de mètres du rivage et prit une lente inspiration avant de descendre. Les premiers mètres étaient comme d'habitude un flou de poissons et de lumière vacillante. En descendant plus bas, l'eau s'éclaircit. C'est là qu'il la vit, ce n'était ni une épave ni un récif, mais quelque chose de rectangulaire qui émergeait du fond marin. Il s'approcha, le cœur battant plus vite. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix, un véritable mur de pierre, lisse, taillé par la main de l'homme, et relié à d'autres murs formant un angle. Ce n'était pas la nature, c'était de l'architecture. La pierre avait une teinte gris-olive, couverte par endroits d'algues et de balanes. En suivant ses contours, Ben remarqua une porte voûtée, dont la moitié supérieure était encore intacte. Il resta là, flottant devant l'ouverture, s'attendant presque à voir surgir une créature. Mais c'était calme. Le courant glissait doucement. L'endroit semblait figé. Il remonta à la surface, ôta son masque et s'assit sur le bateau, fixant les vagues. Ce n'était rien d'ordinaire. Il avait trouvé un bâtiment submergé, peut-être plus, et il ne semblait pas ancien. Il n'était pas en ruine. C'était cela qui le troublait le plus. Pourquoi un bâtiment solide se trouverait-il ainsi, tranquillement, sous l'eau, juste au large? Le lendemain matin, Ben revint, mieux préparé. Cette fois, il apporta un scanner sonar et des marqueurs pour cartographier les dimensions. Au fil de plusieurs plongées, il reconstitua les contours de la structure. Ce n'était pas immense, environ la taille d'un petit chalet, mais ses proportions étaient clairement délibérées, barres rectangulaires, murs intérieurs, formation en escalier. Le bâtiment était en grande partie intact. Le toit manquait, ou peut-être n'en avait-il jamais eu. Il n'y avait aucun artefact, aucun signe d'habitation comme des outils ou des céramiques, mais il y avait du détail. Il envoya des photos à une historienne de la plongée qu'il connaissait à Bari. Elle fut intriguée mais ne parvint pas à l'identifier. Ce n'est ni romain, ni byzantin. Rien dans cette région ne devrait ressembler à ça, écrivit-elle. La curiosité s'intensifia. Était-ce un projet privé? Une sorte d'expérience moderne? Ben n'en était pas convaincu. Il continua à plonger sur le site les jours suivants, documentant tous les murs, les angles, l'agencement intérieur. Il n'en parla pas à grand monde. Pas encore. Il voulait d'abord comprendre. Un matin, il remarqua une plaque rectangulaire incrustée dans le sol, à peine visible sous une fine couche de sable. Cela ressemblait à une trappe. Prudemment, Ben la dégagea. La plaque était métallique, corrodée, mais encore solide. Il pouvait distinguer un ensemble de petites indentations, des prises pour les doigts. Il tenta de la soulever, mais elle était scellée, immobile depuis des années. Il la laissa en place, préférant la consigner dans ses notes et revenir plus tard avec de meilleurs outils. Mais cette nuit-là, son esprit fut assailli de possibilités. Il appela son ami Lucas, un ingénieur et plongeur à temps partiel, qui accepta de l'aider. 2 jours plus tard, il revint avec un pied de biche et des scies spéciales pour usage sous-marin. Cela demanda des efforts, mais finalement, la trappe céda avec un grognement étouffé. En dessous se trouvait une chambre creuse et, chose incroyable, une boîte. Le conteneur était métallique, rectangulaire, et scellé, mais pas verrouillé. Ils le ramenèrent à la surface avec précaution, évitant d'endommager le bateau. Après l'avoir séché, Ben ouvrit le loquet. À l'intérieur se trouvaient des papiers rangés dans des pochettes étanches, soigneusement classés. Certains portaient des étiquettes manuscrites, d'autres ressemblaient à des schémas d'ingénierie. Rohan lut à voix haute, Projet Vitram phase 2, rapport. Ben resta figé. Ce n'était pas de l'histoire ancienne, c'était moderne.
Les pages contenaient des notes, des croquis, des mesures, et tout un classeur rempli de détails techniques. L'un des documents portait un tampon effacé d'un institut de recherche à Milan. Ce n'était pas une construction illégitime, elle avait été financée, planifiée, reconnue. En lisant les documents ce soir-là, une histoire commença à émerger. Le projet Vitram était une collaboration entre des chercheurs marins italiens et des architectes expérimentaux. L'objectif était d'explorer l'habitat sous-marin non pas comme une stratégie de survie, mais comme une forme de thérapie, une étude sur le silence, la pression et l'isolement, à des fins de santé mentale. Le bâtiment était un prototype, une chambre de test conçue pour une occupation humaine de courte durée sous la mer. Des volontaires y passaient plusieurs heures, parfois une nuit entière, afin de documenter leur état émotionnel et leurs réactions. Ben était abasourdi. Il n'avait pas trouvé une ruine, mais une relique scientifique expérimentale oubliée. Cela expliquait l'intégrité de la structure, l'absence d'artefacts traditionnels, et cette étrange trappe. Tout prenait enfin sens. Le bâtiment n'était pas destiné à être habité, mais à être ressenti, calmement, brièvement. Il contacta l'Institut, aujourd'hui fermé. Ils confirmèrent l'existence du projet. Ce bâtiment, lui expliqua Théon, était l'un des premiers laboratoires psychologiques sous-marins d'Europe. Un ancien chercheur lui écrivit « Nous n'aurions jamais pensé que quelqu'un le retrouvera un jour ». Ils proposèrent d'envoyer des photos d'archives et des documents. Ben demanda s'il pouvait rencontrer certains des anciens collaborateurs. 2 semaines plus tard, il se trouvait dans un appartement modeste à Gênes, face à la professeure Livia Mancini. Elle avait une vingtaine d'années à l'époque de l'expérience, en tant que psychologue de terrain. Ses yeux s'illuminèrent lorsque Ben lui montra les photographies. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore là », dit-elle d'une voix tremblante. On l'appelait la maison du silence. Elle parla avec tendresse de ses mois passés, de la descente dans la structure, du calme surnaturel qu'elle induisait. C'était comme être à l'intérieur d'un souffle qui ne finit jamais, dit-elle. On a constaté que même une courte exposition réduisait l'anxiété et le stress chez tous les volontaires. Mais dans les années 70, financer quelque chose d'invisible était difficile. Le ministère voulait des résultats, pas des émotions. Elle hésita, puis ouvrit un vieux dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos granuleuses, un jeune homme assis en tailleur dans la chambre, des notes griffonnées sur ses impressions. Parmi les papiers, un court essai manuscrit, rédigé par l'un des derniers participants avant la fin du projet. Ben le lut en silence. Livia sourit doucement. C'était moi. J'ai essayé de rester impartial, mais lors de ma dernière visite, je suis resté 1 heure à l'intérieur. Quelque chose a changé en moi. Le monde était à nouveau bruyant quand je suis remonté, mais je n'en avais plus peur. Ben hocha la tête, sentant tout le poids de l'histoire. Le bâtiment n'avait pas été oublié parce qu'il avait échoué. Il avait été oublié parce qu'il avait réussi discrètement. Trop discrètement pour que le monde le remarque. Quelques jours plus tard, il retourna sur le site de plongée avec un regard neuf. La structure, désormais cartographiée et cataloguée, avait reçu une protection culturelle temporaire. Des projets étaient en cours pour la préserver, non pas comme une attraction touristique, mais comme un cas d'étude en architecture humaine, une histoire de calme au milieu du chaos. Ben replongea une fois de plus, seul. Il flotta à travers l'entrée, toucha la pierre et s'assit à l'endroit où Livia s'était un jour installée. La mer bougeait autour de lui, lente et constante. Pendant un moment, il ne pensa à rien. Puis à tout. Au monde là-haut. Aux gens qui lui manquaient. À l'homme qu'il avait été. Et lentement, sa poitrine s'allégea. La mer avait écouté. Et ce bâtiment, étrange et modeste, avait gardé un secret jusqu'à ce que quelqu'un soit enfin prêt à le comprendre.